Tout le monde parle d'une certaine polylaminine, qui serait une substance capable de permettre aux personnes tétraplégiques ou paraplégiques de retrouver leur mobilité. La justice ordonne d'administrer de la polylaminine à un pilote blessé à la moelle épinière pendant une compétition de motocross dans l'état d'Espírito Santo. Des recherches sur la polylaminine pourraient décrocher le Nobel. Cependant, des neurologues alertent sur l'absence de preuves de son efficacité contre les lésions médulaires. Une chercheuse brésilienne nommée Tatiana Sampaio a produit cette molécule en laboratoire et l'étudie depuis plus de 20 ans. Et maintenant, au début de l'année, l'Anvisa a autorisé le début des essais pour que la polylaminine devienne un médicament. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est une lésion de la moelle épinière et comment la polylaminine pourrait aider. Quelles étapes scientifiques faut-il franchir pour qu'il devienne un médicament disponible en pharmacie? Allons-y. Ce sujet a explosé récemment, tout le monde en parle sur les réseaux. C'est passé dans Fantastico, Tatiana a été interviewée dans Roda Viva. Ça devient un peu comme une affaire de supporters. Le sujet devient un peu trop passionné. Mais chez Manual do Mundo, nous pensons qu'il est temps d'en parler car il touche à la science. Donc, ce que nous voulons à partir de maintenant, c'est que ceux qui regardent cette vidéo ne tombent pas là-dedans par hasard. Dans toute cette discussion, qu'ils comprennent au moins un minimum ce qui se passe. Et que créer un médicament qui fonctionne n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors, avant toute chose, je tiens déjà à dire que j'espère vraiment que cette polylamine devienne une véritable révolution. Que les personnes qui ont perdu leur mouvement puissent remarcher. Que ce soit possible qu'un jour la docteure Tatiana reçoive un prix Nobel pour cela. Mais en ce moment, en 2026, il faut garder les pieds sur terre. Alors, commençons par comprendre pourquoi les gens perdent leur mouvement lorsqu'ils ont un accident. Utilisons notre ami Osvaldo. Ici, je vais placer un squelette de dos à l'intérieur de la colonne vertébrale, dans la moelle épinière, il y a un trou par lequel passe un faisceau de nerfs. Je vais installer ici une représentation sur notre squelette, normalement à l'intérieur, mais je la mets à l'extérieur pour illustrer. Ça fait classe, mais ce n'est qu'une représentation. Que se passe-t-il dans notre colonne vertébrale? Il existe ce faisceau de neurones et leur fonction est d'assurer la communication de tout notre corps avec notre cerveau. Donc, par exemple, quand je prends quelque chose avec ma main, il y a des neurones qui partent d'ici en haut, passent à l'intérieur de ma colonne vertébrale, sortent par le bras et vont jusqu'au bout de mes doigts. C'est pour ça que je peux, par exemple, sentir la texture de cette craie. Parce que cette information part du bout de mon doigt, remonte par ici et arrive jusqu'à mon cerveau. C'est aussi pour ça que je peux demander à mon doigt de prendre la craie, parce que mon cerveau envoie cet ordre. Ça passe derrière, arrive à mon bras, et je réalise que j'ai pris la craie. L'information revient, Ibéré, je sens la craie ici, les capteurs de mon doigt la sentent, la craie renvoie l'information à mon cerveau. Et cela se passe dans tout le corps. Donc, ces neurones, ils vont se répartir. Par exemple, ceux-ci peuvent s'occuper des sensations que nous ressentons. Ici, dans la partie supérieure du dos, ici un peu plus bas. Et ici, à la fin, il y aura une division. Celle-ci va vers une jambe, celle-là vers l'autre. Le nom de ce faisceau, de cet ensemble de neurones qui passe ici dans notre dos, c'est la moelle épinière. Et alors, comme tu dois l'avoir imaginé au moment où l'on blesse la moelle épinière. Dans un accident de voiture, une chute ou avec une maladie, un cancer qui peut apparaître ici ou là, cela va nuire à la communication que nous avons avec le reste de notre corps. Alors, supposons qu'une personne ait reçu un coup très fort dans le dos, à peu près à cette hauteur. Et un os s'est cassé et a sectionné une partie de ses nerfs. Selon le nerf qui a été touché ici, elle peut perdre la sensibilité d'une partie des doigts, elle peut ne plus bouger une jambe ou, si la moelle a été complètement sectionnée, à cet endroit. Il se peut que la personne devienne paraplégique, qu'elle ne puisse plus bouger ni sentir ses jambes. Plus le problème se situe haut, plus de mouvements et de sensations la personne va perdre. Donc, si une blessure survient ici, dans la région du cou, très près de la tête, il se peut que la personne perde tout simplement tous ses mouvements, parce que tout le faisceau d'informations passe par ici. Cela signifie que la personne ne ressentira plus rien et ne pourra plus bouger quoi que ce soit. À partir de la blessure vers le bas, le nom de cette blessure est lésion médulaire. Tu as déjà compris que c'est quelque chose de très grave. En pratique, quand quelqu'un subit cela, il doit généralement subir une opération, car il s'agit généralement d'une blessure grave. Donc, l'os de la colonne vertébrale se casse, la moelle peut être complètement rompue ou il peut y avoir une rupture partielle. Il peut y avoir de l'os mélangé là, de l'os cassé, mélangé au milieu du faisceau de nerfs. Toute cette région sera enflammée et les médecins devront alors organiser cela.
Ouvrir avec beaucoup de précaution pour ne pas aggraver encore plus la situation, retirer les petits os qui sont là, menaçant ce qui peut rester de la moelle qui fonctionne encore. Stabiliser cette région, mettre une broche, un support là, pour que, lorsque la personne ne bouge pas, la situation ne s'aggrave pas davantage. Mais une chose que les médecins ne parviennent pas encore à faire, c'est de reconnecter les petits fils qui ont été sectionnés. Le corps essaye même de le faire naturellement, mais il est très difficile de reconnecter ces petits fils, ces neurones qui ont été rompus. Jusqu'à présent, il n'existe aucun médicament qui force cette connexion. Mais c'est justement ce qu'ils essayent de faire avec la polylaminine, alors voyons maintenant ce qu'est cette fameuse polylaminine, en commençant par la laminine. C'est une protéine, une substance que le corps produit principalement pendant la grossesse, lorsque le fœtus commence à se développer dans l'utérus de la mère. Il doit exister une sorte de structure temporaire pour aider les cellules à s'organiser. Si c'était une construction, on pourrait dire que c'est un peu comme un échafaudage. Un étai, ces structures en bois que l'on place autour pour pouvoir empiler brique sur brique et éviter que la maison ne s'effondre pendant sa construction. Donc, la laminine est très importante pendant la grossesse, c'est une substance naturelle de notre corps. Mais si elle aide le fœtus à organiser les cellules et tout le reste, ne pourrait-elle pas aussi aider? C'est pourquoi, pour reconstruire un endroit qui a été blessé ici dans la moelle, d'une manière naturelle, que notre propre corps pourrait faire. Non, parce que les adultes ont très peu de laminine. Mais si on en prenait d'un fœtus et qu'on la mettait chez l'adulte, du fœtus lui-même, on ne peut pas en prendre, mais il y a beaucoup de laminine dans le placenta, qui est cette structure qui relie le corps de la mère, l'utérus de la mère au bébé, qui se trouve juste avant le cordon ombilical. Cette structure, généralement, quand un enfant naît, tout comme le cordon ombilical, est jeté. C'est ici qu'intervient la recherche de la biologiste et professeure à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, Tatiana Sampaio. On savait que la laminine seule n'arrive pas à reconstruire ce type de lésion. Mais dans ces recherches, ils ont réussi à organiser plusieurs laminines ensemble, une sorte de laminine améliorée, la polylaminine. Cela rend la laminine plus stable, comme un échafaudage plus solide. Cette construction porte le nom de polylaminine, parce que lorsque vous assemblez plusieurs morceaux identiques dans une molécule et que vous formez une grosse molécule plus grande, ce processus s'appelle la polymérisation. Et donc on utilise ce préfixe poly, qui veut dire plusieurs, au début du nom de la molécule. Mais d'accord, comment fait-on pour utiliser ce super échafaudage, cette laminine améliorée, lors de la lésion, au moment de la chirurgie, qui devra avoir lieu quelque temps après l'accident? Au moment où le médecin ouvre et voit la moelle, on injecte un peu de polylaminine directement dans la moelle elle-même. Et l'idée, c'est que la polylaminine puisse faire là ce qu'elle fait chez les bébés. Organiser les cellules et, à cet endroit, aider les neurones à se reconnecter. En théorie, mais en pratique, que s'est-il passé? À ce jour, des études ont porté sur des rats et des chiens. Et, à la fin de l'année dernière, la docteure Tatiana et le laboratoire, la société pharmaceutique qui l'aide dans cette recherche, ont annoncé qu'une étude avait été réalisée avec 8 patients. Ces patients avaient eu des accidents qui avaient complètement sectionné leur moelle épinière et ils ont reçu de la polylaminine. Pas comme moi, polylaminine, comme je viens de l'expliquer maintenant, attends, un instant. Il doit y avoir une connexion neuronale inversée dans ma tête, parce que je dis tout le temps polylalamine au lieu de dire le bon mot, qui est polylaminine. Profitons de cette erreur pour comprendre l'origine du mot. Laminine est la combinaison de lame et du suffixe -ine, qui est souvent utilisé pour les protéines, donc ce serait comme la protéine de la lame. Imaginez que les cellules de notre corps fonctionnent comme des petites briques, mais elles ne se construisent pas dans l'air. Elles ont besoin d'être soutenues par quelque chose. Les cellules font cela sur la lame basale, qui est une petite structure fine qui aide les cellules à s'organiser et à se développer à cet endroit. Et la lame basale est justement l'endroit où il y a beaucoup de laminine. Donc ce nom vient de là, la protéine qui se trouve dans la lame basale, qui s'appelle la polylaminine, la lamina. Comme vous allez encore m'entendre le dire plusieurs fois pendant la vidéo, mais vous me pardonnez, d'accord. Parmi ces 8 patients, 2 sont décédés pour d'autres raisons, 5 ont vu des améliorations et 1 s'est beaucoup amélioré, reprenant la marche. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est Bruno de Freitas. En 2018, il a eu un accident de voiture et a subi une lésion médulaire complète, c'est-à-dire qu'il a sectionné la moelle au niveau de la C6. C6 est le nom d'une vertèbre ici qui se trouve dans la partie supérieure du cou. C6 est un code qui nous permet de savoir de quel os il s'agit.
C vient de cervical, c'est cette région ici du cou, et 6, c'est la sixième vertèbre. En comptant de haut en bas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celle-ci. C'est à ce niveau que sa moelle épinière s'est complètement rompue. Il a subi une opération et a reçu la polylaminine 24 heures après l'accident. Ça a été très rapide, puis il a fait beaucoup de kinésithérapie et 2 ans plus tard, il était rétabli. Selon ce qu'il a raconté dans Rodaviva, il peut faire de la musculation, marcher, conduire, cuisiner, etc. Pourtant, personne ne le savait avant l'an dernier. Et puis, ils ont décidé de publier cette étude pilote, cette étude qui a été réalisée avec 8 personnes. Et c'est là que le remue-ménage a commencé. Imaginez-vous, dans une situation similaire à celle de Bruno, avoir un grave accident de voiture, vous sectionnez la moelle épinière ici, au-dessus du cou. Et là, les médecins vous disent que vous ne marcherez plus jamais, que vous ne bougerez plus les bras, ni ne sentirez quoi que ce soit en dessous de cette zone. Et, en même temps, on vous annonce qu'il existe un médicament qui est encore en phase de test, mais qui pourrait vous rendre le mouvement du corps. Vous voudriez prendre ce médicament, quoi qu'il en coûte? Si cela m'arrivait, je voudrais prendre la polylamine à tout prix, et c'est exactement ce qui se passe. En pratique, beaucoup de gens saisissent la justice pour exiger une injection de polylamine. Le laboratoire qui étudie le médicament a annoncé que 57 demandes ont été faites. La justice en a autorisé 28 et ces personnes ont reçu une dose de polylamine. Pendant que tout cela se passe, il y a plusieurs nouvelles de personnes qui ont reçu cette injection par décision de justice et qui commencent déjà à récupérer. Elles commencent à sentir le bout de leurs doigts, à faire certains mouvements et cela prend de plus en plus d'ampleur. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sûrs à 100% que la polylamine soit vraiment efficace. Et en plus, nous ne savons pas si elle est sûre. Une étude réalisée avec 8 personnes, c'est très peu. Cela ne s'approche même pas du minimum nécessaire pour approuver un médicament de manière sérieuse. Alors, allons-y. Il y a un laboratoire qui étudie un nouveau médicament. Que doit-il faire pour que ce médicament arrive? En pharmacie, à l'université ou à l'institut de recherche, on réalise les tests précliniques. Qu'est-ce que cela signifie? Tests réalisés là-bas visent à vérifier si une molécule s'adapte bien à une autre. Ensuite, vous pouvez tester sur l'animal pour vérifier si cela ne lui nuit pas, si cela fonctionne et si cela mérite d'être étudié. Il y a plein de médicaments qui s'arrêtent déjà à cette étape. Vous les mettez près d'une cellule humaine et ils détruisent déjà la cellule. Ça ne va pas marcher, tu sais qu'il faut essayer une autre voie. Donc ça, c'est vraiment basique. Si tout se passe bien, ça a marché au microscope, ça a marché chez le rat, ça a marché chez le chien. Ça va bien, il récupère. On va demander à l'Anvisa l'autorisation de faire de vrais tests pour développer un médicament. Et là, on va avoir 4 phases. La première phase sert à tester la sécurité. On va donner une toute petite dose à très peu de personnes. Si on augmente un peu, on regarde ce qui se passe, si ça provoque une réaction étrange, si ça commence à causer des problèmes. On arrête le test ici pour ne pas continuer. Sinon, ça risque de nuire aux gens. En général, cette étape prend quelques mois. Tout s'est bien passé, on passe à la deuxième phase, on va déterminer quelle est la bonne dose de ce médicament. Il y a déjà un plus grand nombre de personnes qui le reçoivent ici. On va voir quels sont les effets secondaires, on va vérifier si on ne donne pas trop de médicaments. À ce moment-là, les choses commencent à s'ajuster. Quelle est la dose qui donne le meilleur effet tout en ayant le minimum d'effets secondaires? À cette étape, il faut déjà avoir environ une centaine de personnes qui participent. Cela peut prendre quelques années et il faut que ces personnes aient le problème pour voir si le médicament agit vraiment. Si tout se passe bien ici, on arrive à la dose idéale. Nous allons tester cela avec beaucoup de monde pour voir si ça fonctionne vraiment, pour voir si tout est correct. C'est à ce moment-là qu'on voit l'efficacité, qu'on vérifie si le médicament fonctionne vraiment. Et pour cela, nous devons comparer. Comparer avec d'autres traitements, comparer avec des personnes qui n'ont pas reçu le médicament. Ce dernier test doit être réalisé avec beaucoup de monde, avec des centaines de personnes. Parfois, il a lieu en plusieurs endroits simultanément et peut durer des années. Considère la lente récupération d'une personne avec une lésion de la moelle épinière. Il faut du temps pour savoir si cela a marché. Si le médicament parvient jusqu'ici, il obtiendra une autorisation pour être vendu. À partir d'ici, oui, il apparaîtra en pharmacie ou à l'hôpital. Et les gens pourront l'acheter, pourront le prendre, mais même ainsi, il existe encore une phase 4. Je donne ces noms en rouge ici. Ce ne sont pas des noms officiels. D'accord? Je vais appeler ça ici le suivi, qui consiste à savoir s'il y a un problème et si des effets apparaissent.
chez des milliers, des dizaines de milliers ou peut-être des millions de personnes qui reçoivent ce traitement. Parce que, même en faisant toutes ces études, tous les tests possibles et imaginables n'ont pas été réalisés. Il se peut que des personnes atteintes d'une maladie spécifique, des personnes qui ont un détail particulier dans leur organisme, puissent avoir un problème avec le médicament. Cela ne sera découvert qu'à la dernière phase, comme c'est le cas actuellement avec ces stylos amaigrissants. Des cas relativement rares de pancréatite, qui est une inflammation du pancréas, commencent à apparaître, mais cela n'est découvert que maintenant, des années après que les médicaments sont déjà utilisés. Tout cela est très important, car lorsque vous achetez un médicament, vous devez bien comprendre les risques que vous prenez. Et aussi, vous voulez savoir à quel point ce médicament est efficace. Parfois, on achète un médicament en sachant qu'il n'est pas toujours efficace et peut échouer, mais il faut en être conscient. Imaginez le gouvernement, imaginez le Suez, qui dépense des millions, des milliards de rayés en médicaments. Il doit être absolument certain que cet argent est investi dans la bonne chose. Si ce n'est pas de l'argent jeté à la poubelle, c'est l'argent des gens qui est gaspillé. Et à quelle étape en est la polylaminine dans tout cela? Ici, ces études précliniques ont été réalisées sur des animaux, etc. Et ensuite, il y a eu cette étude pilote. 8 personnes. C'est une étude qui ne compte pas vraiment ici, c'est une toute petite étude qui n'avait pas encore l'autorisation de l'ANVISA. Maintenant, nous avons aussi ces cas de personnes qui ont pris le médicament suite à une décision judiciaire. Mais ces cas de décision judiciaire ne sont pas considérés comme une étude. Lorsqu'on fait de la science, il faut savoir exactement ce qui est arrivé au patient pour comprendre si cela fonctionne vraiment. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui s'est passé avec la lésion, sa taille, la région touchée, l'atteinte partielle ou totale de la moelle et la gravité, mais aussi ce qui va suivre. Il faut aussi que quelqu'un suive de près. Là, la personne a-t-elle vraiment réussi à remarcher? Combien de temps cela a-t-il pris? Quel type de physiothérapie a-t-elle suivi? Rien de cela n'est fait dans ces décisions judiciaires. En pratique, ce qui se passe ici, c'est que le laboratoire qui mène la recherche fournit les médicaments. Il aide à les administrer, mais il ne peut pas assurer le suivi. Ensuite, la loi interdit de facturer pour cela car ce n'est pas un médicament approuvé. Cette étude et les personnes prenant le médicament sur décision judiciaire ne sont pas incluses dans le processus. Peu importe pour l'ANVISA, car pour approuver le médicament, il faut passer par ces phases d'études approfondies, réalisées avec beaucoup de personnes et sous un contrôle strict. C'est formidable qu'une personne ait totalement récupéré ses mouvements, mais cela n'arrivera pas à tous. Il se peut, par exemple, que l'organisme de cette personne ait quelque chose de spécifique. La lésion qu'elle a eue présentait un détail favorisant un rétablissement rapide. Tu pourrais me dire, ébeuré, que l'ANVISA au Brésil n'a pas encore autorisé cette étude. Ce n'est pas possible qu'on n'ait pas déjà commencé à faire tout cela. Oui, elle a autorisé maintenant. Au début de l'année, l'ANVISA a autorisé la phase 1, ses tests de sécurité. Donc, la polylamine commence maintenant à être testée sur des personnes pour voir si elle ne provoque vraiment pas d'effets secondaires graves, si elle n'est pas dangereuse. Si elle réussit ce premier test, les suivants vont commencer à avoir lieu. La vérité, c'est que savoir à l'avance qu'un médicament est en cours d'étude fait qu'on place beaucoup d'espoir là-dessus. Et il y a quelques cas dans l'histoire qui se sont très mal passés. En 2015-2016 par exemple, il y a eu une certaine phosphoéthanolamine était une substance présentée comme la cure contre le cancer. Cela a suscité une attente si forte, une telle anxiété chez les gens que la justice a commencé à autoriser les personnes à prendre cette pilule. Et le Congrès brésilien a adopté une loi permettant aux gens de prendre ce médicament sans passer par aucun test. Le problème, c'est que la phosphoéthanolamine en était encore aux essais précliniques. Les recherches étaient très basiques. Elles n'étaient encore passées par rien de tout cela. Et puis, quand les tests ont commencé à être réalisés de manière plus approfondie, on a découvert que ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas ce qu'on espère qui arrive. Ce n'est pas ce qu'on voudrait qui arrive avec la polylamina. Mais maintenant, ici, dans cette vidéo, j'espère que, lorsque vous entendrez ce nom, vous vous souviendrez d'abord de comment fonctionne la moelle, de ce qu'est ce type de lésion, de comment ce médicament agit. Mais le plus important de tout cela doit encore être testé, on n'a pas la certitude absolue que ce médicament est sûr. D'un coup, tu pourrais me dire, eh bien, ces personnes sous ce traitement n'ont plus d'espoir. Leur situation est très grave, mais ce n'est pas si simple. Imagine, par exemple, si, au moment de faire la connexion dans la moelle, quelque chose se passe mal, et que la personne commence à ressentir une douleur insupportable, comme un calcul rénal qui ne cesse de faire mal. Et même ainsi, la personne ne récupère pas ses mouvements. Tu comprends qu'il y a un grand risque à prendre.
Et, qu'on le veuille ou non, il faut être sûr que cette récupération qui se produit chez les personnes qui prennent le médicament n'est pas une récupération naturelle. Parce que, dans une partie des cas de lésion de la moelle épinière, le corps arrive à faire quelque chose, les personnes récupèrent une partie de leur mouvement. Est-ce que c'est vraiment le médicament qui fait la différence ? Cette vidéo est enregistrée ici à la fin du mois de février 2026. J'espère du fond du cœur que dans quelques années, nous pourrons revenir sur cette vidéo, regarder ce tableau ici et voir que, avec beaucoup de fierté. La polylamina est passée par toutes ces étapes, a été approuvée et a changé la vie de beaucoup de gens. Mais en même temps, il faut que nous prenions une grande inspiration et que nous n'entrions pas dans une discussion de supporters, de football, de folie déchaînée. Il y a encore beaucoup de choses à tester. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Je comprends les personnes qui saisissent la justice. Si j'étais dans cette situation, je ferais probablement la même chose. Mais pour le reste de la société, qui regarde de l'extérieur, il faut que nous gardions un peu de calme. Mais peu importe ce qui se passera à l'avenir. Je pense que ce serait vraiment bien que, dès maintenant, nous soyons fiers, que nous ayons conscience que tous ces tests, toutes ces recherches sont menées par des Brésiliens. Dans une université publique, Pour ceux qui sont curieux, notre os Osvaldo, notre squelette, ceci est une impression 3D. Il y a une super vidéo qui montre toute l'aventure que nous avons vécue pour assembler ce puzzle de près de 200 pièces représentant le corps humain.